Oui. Merci à tous. Je ne sais pas si mon... Voilà, vous avez mon PowerPoint. Il est parfait. Bon, parfait. Je voudrais tout remercier et je suis très honoré d'être là aujourd'hui par visioconférence avec vous. Communiquer à l'Académie de chirurgie n'est pas rien et je remercie par ailleurs le professeur Beckman pour son invitation. Et donc, je vais parler, comme il me l'a demandé, des aspects techniques de la recanalisation des occlusions et sténose aorto-iliaque. Un bref rappel sur la maladie occlusive aorto-iliaque, il s'agit d'une pathologie athéromateuse, donc qui concerne les patients, souvent des hommes, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez tous, qui sont souvent coronariens, qui ont souvent des passés cérébrovasculaires et d'insuffisance rénale. Les lésions anatomiques peuvent être très variables dans leur localisation. Elles peuvent être localisées sur un segment purement aortique, purement iliaque, ou alors diffusément aorto-iliaque. Elles peuvent être étendues de façon focale ou extensive. Elles peuvent être différentes sur la sévérité, sur des sténoses modérées ou des occlusions. Et la nature même de l'occlusion est tout à fait variable, peut-être de l'athérome dit mou, ou alors des gros bourgeons calcifiés au sein de la lumière artérielle. La présentation clinique de ces patients va définir l'objectif thérapeutique. Il y a tout un tas de patients qu'on découvre asymptomatiques lors d'un examen fait pour une autre cause. Chez ces patients, la plupart du temps, il s'agit d'une abstention thérapeutique. Dans certains cas, on propose une chirurgie préventive lorsqu'on pense qu'il y a un risque élevé d'ischémie aiguë à court terme. La majorité des patients se présentent sous la forme d'une claudication musculaire des membres inférieurs à l'effort. L'objectif est alors la chirurgie fonctionnelle, leur redonner des capacités de marche. Et le stade ultime est l'ischémie critique chronique des membres inférieurs, c'est-à-dire des troubles trophiques ou des douleurs d'équilibrus. Et là, il va falloir s'activer pour sauver les membres inférieurs des patients. Donc, je vais me concentrer sur la présentation, sur l'aspect technique, les sténoses n'ayant pas d'enjeu. Je vais me concentrer sur des lésions beaucoup plus sévères, des occlusions iliaques ou des occlusions aortiques, qui bénéficiaient il y a encore peu de temps du fameux comptage orthobifémoral qui était le comptage réalisé de façon très régulière dans tous les services de chirurgie vasculaire français. Voilà quelques imageries qui montrent ici une occlusion de tout un axe iliaque externe et de la fémorale commune, une occlusion de tout un axe iliaque, une occlusion du carrefour aortique, le fameux syndrome de Lorich, avec la thrombose du carrefour aortique et des iliaques, et une occlusion de l'aorte juxtarénale jusqu'au fémoral commune bilatérale. Tous ces patients, évidemment, bénéficiaient il y a peu de comptage orthobifémoral. Alors, comment on réfléchit sur la stratégie? La première des choses, c'est d'avoir un écho-doppler artériel pour définir les zones d'occlusion. L'enjeu scanner est capital, fondamental, et il va nous permettre, grâce à des logiciels dédiés, de faire ce qu'on appelle un sizing, un planning préopératoire, comme on le fait pour les endoprothèses aortiques ou les anéplésies. Donc à l'issue de cette reconstruction, de ce travail qu'on a fait sur le scanner, on a mesuré des longueurs, on a mesuré des diamètres, et on va pouvoir alors établir une stratégie opératoire en réfléchissant sur l'abord, en réfléchissant sur le matériel nécessaire, de sonde, de guide, de ballon, de stent, et sur les possibilités de réentrée, de franchissement de cette lésion. Voilà les matériels spécifiques indispensables à la réalisation de ces procédures. Et bien, comme on parle d'endovasculaire, il faut un amplificateur de brillance. Aujourd'hui, la plupart des centres sont équipés de salles hybrides avec donc des possibilités de fusion d'images, de scanner préopératoire, on y reviendra. Un écho-doppler préopératoire, parce qu'on va réaliser des ponctions éco-guidées. Et puis tout un tas d'arsenal endovasculaire composé de guides, de sondes, de ballons, de stents et d'endoprothèses. Et enfin, pour finir l'opération, un système de fermeture percutanée qui évite d'aborder l'artère et qui évite également les pansements compressifs. Permet aux patients de se relever dès le soir même et parfois même de faire de la chirurgie ambulatoire, même sur des lésions complexes. La voie d'abord, on ne parlera pas ni de la parotomie, ni de l'ombotomie, on parlera de fonction percutanée et co-guidée, comme le disait le professeur Beckman, l'évolution a été majeure sur ce point-là. Chez ces patients présentant des lésions orthoïdiaques complexes, dans le service, nous avons adopté pour une technique de triple abord, avec une approche antérograde par une ponction humérale, voire une ponction axillaire, parfois une ponction radiale, comme vous pouvez voir sur ces schémas, qui permet d'accéder à la lésion aortique ou iliaque par voie antérograde, c'est-à-dire dans le sens du flux.
On réalise également de façon systématique les fonctions hypoguidées, fémorales, bilatérales, soit au niveau de l'artère fémorale commune, soit, si le trépied fémoral est atteint, au niveau de l'artère fémorale superficielle ou de l'artère fémorale profonde. Voilà un cas, une réalisation technique qu'on a fait il y a un des premiers dossiers, il y a plus de 10 ans, un patient qui avait une occlusion de la terminaison aortique et des iliaques pneumotiques bilatérales. La procédure a l'énorme avantage de pouvoir se réaliser sous anesthésie locale chez des patients fragiles. C'est évidemment une force. Nous avons commencé par les fonctions hypoguidées humérales gauche et fémorales bilatérales. Et voici une artériographie qui vous permet de voir l'occlusion de la terminaison aortique, le fameux syndrome de Lurich, avec un guide qui boucle dans la terminaison aortique et des guides fémoraux dont on voit qu'ils n'accèdent pas à l'aorte du fait de l'occlusion. Donc en paroi humérale, avec des sondes, on descend jusqu'au fémoral commune, à droite et à gauche, et avec des lassos, on récupère les guides. On se retrouve alors dans une configuration assez classique. On met un stent aortique sur la zone occluse de l'aorte, puis on vient implanter 2 stents couverts dans le stent aortique, réaliser un montage qu'on appelle un montage en tour Eiffel, et on obtient ainsi une reconstruction endovasculaire par voie percutaneée de la terminaison aortique et des iliaques pneumatiques. Il y a 2 difficultés techniques dans ces interventions. La première, c'est la difficulté de franchissement. Évidemment, lorsque les lésions sont très calcifiées, très longues, il est parfois très difficile de franchir la lésion. Pour ça, nous avons mis en évidence que l'approche entérogarde était vraiment un plus. Il y a également des sondes de franchissement maintenant qui sont dédiées, qui sont plus rigides, qui sont orientables. On peut également utiliser des kits de petite taille, 0,14 ou 0,18, ou à rigidité progressive qui permettent de franchir plus aisément les occlusions. Et il y a aussi tout un tas de dispositifs d'altérectomie endovasculaire sur des véritables fraises dont on a peu d'expérience dans le service. L'autre difficulté, c'est lorsqu'on est en recanalisation sous-intimale, comme vous voyez bien sur le schéma, notre guide, quand il ne peut pas franchir la lésion, il a tendance à passer dans la paroi de l'artère. La grande difficulté, une fois qu'on est dans la paroi de l'artère, c'est de se réentrer dans l'artère d'aval saine. Donc il y a 2 différentes techniques, et 2 que je vous présente ici. Celle qu'on appelle le subintimal rendez-vous, c'est-à-dire qu'on vient impacter des ballons de part et d'autre de la paroi pour la déchirer, ou alors des systèmes de réentrée qui, avec des aiguilles, permettent de franchir cet intima et de réentrer dans la lumière. Systèmes de réentrée qui peuvent utiliser aussi l'échographie endovasculaire. On revient à l'imagerie, comme le disait le professeur Beckman, ça a été vraiment un bond en avant pour nous dans ces prises en charge endovasculaires complexes. Comme vous l'avez vu sur le dossier qu'on a fait il y a une dizaine d'années, on travaillait dans une salle opératoire classique avec un amplificateur de brillance. Maintenant, on travaille dans des salles hybrides qui nous permettent d'être beaucoup plus précis grâce à la fusion d'images, c'est-à-dire que le patient est couché sur sa table, un scanner a été fait préalablement pour réaliser le sizing, et on recale le scanner du patient à l'anatomie du patient sur la table, ce qui nous permet, comme vous voyez, d'être beaucoup plus précis sur la recanalisation. Et chez ce patient qui avait une occlusion de toute l'aorte et des axillaires, on a réalisé une procédure en injectant très peu d'iode et en faisant beaucoup moins d'irradiation que nous pouvions avoir avec un amplificateur de brillance standard. Et donc là, vous voyez les différentes marques de la fusion d'image, avec là cet anneau qui représente l'artère rénale gauche, cet anneau qui représente l'artère mésentérique inférieure, l'anneau jaune représentant la terminaison aortique. L'autre intérêt de la salle hybride, c'est le scanner péropératoire, c'est-à-dire qu'en fin de procédure, on peut réaliser très simplement en quelques secondes un scanner au patient. Et ce scanner, je vais vous montrer quelques images ici, permet de contrôler notre montage endovasculaire et de réaliser des corrections éventuelles avec des stentings complémentaires ou des prolongements de stenting si on juge nécessaire. Il y a enfin des solutions hybrides. Lorsque le trépied fémoral est trop atteint, il ne faut pas oublier la chirurgie ouverte. Et une réflexion simple du trépied fémoral permet souvent de gagner beaucoup de temps et d'efficacité sur l'atterrissage distal de notre recanalisation. Comme vous voyez sur le schéma, on peut sectionner l'artère fémorale, récupérer le guide, reconstruire de façon chirurgicale le trépied, et donc réaliser la procédure dans le même temps. Quelques complications péropératoires qui sont redoutées, mais relativement faibles, c'est la rupture iliaque qui peut avoir des conséquences dramatiques.
Il peut survenir surtout sur des artères iliaques externes calcifiées de petit calibre, qu'on traite aisément par des stènes couverts, mais également des complications emboliques lorsque le thrombus est assez frais, lorsqu'on vient impacter les ballons des stènes, les emboles peuvent partir soit dans les membres inférieurs, soit dans les artères rénales, avec des conséquences qui peuvent être lourdes. Là, dans ces cas-là, on prône dans notre service d'intérêt de la fibrinolyse préopératoire. Voilà, pour conclure, un dossier qui m'avait marqué, c'est une patiente assistante maternelle de 47 ans qui ne pouvait plus marcher, qui avait une véritable thrombose orthobiliaque, à qui on a fait une recanalisation orthobiliaque il y a maintenant plus de 4 ans, et ça c'est le scanner de contrôle à 4 ans. On a donc un véritable pontage orthobifémoral endovasculaire par voie percutanée, sous anesthésie locale, avec une hospitalisation de 24 heures. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, malheureusement, on n'entend pas tous les applaudissements, mais je repasse la parole au professeur Beckman. Merci Antoine, c'est très belle présentation, très belle imagerie, très bonne technicité. C'est assez incroyable, moi qui suis de la vieille génération où on a commencé, comme tu l'as dit, avec les prothèses orthobifémorales. Et pratiquement, je veux dire, dans les 4 dernières années, ce genre de malade, on ne l'a pratiquement jamais traité par chirurgie conventionnelle. J'ai 2 petites questions en attendant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Est-ce que tu as sûrement des contre-indications pour ce type d'intervention et quelles sont-elles? Ça c'est la première question. Et la deuxième, que la durabilité de ces opérations est identique ou supérieure ou inférieure à la chirurgie? La première question, la seule contre-indication qu'on observe, nous, c'est celle de la thrombose juxtarénale. C'est-à-dire que lorsque l'occlusion remonte jusqu'aux artères rénales, on craint beaucoup les embolies rénales, et les artères rénales étant souvent très horizontales, l'endovasculaire nous contraint à des montages qui sont franchement complexes et peu hémodynamiques, donc avec des thromboses rénales non nulles. Et donc on a arrêté d'opérer ces patients par voie endovasculaire et on leur propose plutôt de la chirurgie classique orthobifémorale. Et pour répondre à la deuxième question que j'ai déjà oubliée, la durabilité. Est-ce que la durabilité les TENT sont aussi longtemps que les prothèses standards? C'est une excellente question. La durabilité, d'après les études qu'on a faites, et on a fait une récemment pour comparer chez les sujets jeunes notamment, la durabilité, elle semble à peu près équivalente en perméabilité à long terme. On ne va pas tomber dans les détails de la perméabilité primaire assistée ou secondaire, mais globalement, ces patients, il faut les suivre régulièrement et refaire des angioplasties itératives, percutanées en ambulatoire pour éviter les rosténoses et les thromboses. Mais la perméabilité nous semble tout à fait satisfaisante en comparaison au pontage orthobifémoral et en enlevant toutes les complications du pontage orthobifémoral qui sont les éventrations et surtout les fistules orthogonales qu'on n'a jamais observées lors de procédures endovasculaires. D'accord. Alors il y a 2 autres questions là, qui viennent d'arriver par Internet. Quel est le taux de complications? J'imagine périopératoire. Le taux de complications périopératoire est très faible. Il y a une learning curve évidemment comme dans toute technique, et notamment ces fameuses ruptures iliaques que je vous ai montrées tout à l'heure. On observe une rupture iliaque. La principale complication que vous n'avez pas eue, c'est qu'il reste encore quelques échecs et quelques patients qu'on n'arrive pas à traiter par voie endovasculaire, parce qu'on n'arrive pas à franchir, parce qu'on n'arrive pas à rester de façon correcte. Et donc ce taux d'échec, il est d'environ 5%, mais il n'est pas grévé de complications périopératoires. Donc on a très peu de complications périopératoires, quasiment plus, et la principale complication, c'est l'échec. Ok, tu n'as pas signalé, mais je suis sûr que tu l'as fait, quand il y a des lésions longues d'un côté, qu'on n'arrive pas à franchir avec le lit de cathéter, de l'autre côté, des lésions plus accessibles à l'endovasculaire, la possibilité de faire une technique endovasculaire sur la lésion la plus courte et un pontage croisé, ça reste quelque chose que tu fais de temps en temps quand même. Alors, on essaye de
faire de la chirurgie hybride essentiellement pour les traités fémoraux. Les pontages croisés, on en fait de moins en moins et on essaie de rester plutôt en endovasculaire autant que possible. Mais effectivement, il y a des moments, quand il y a des lésions et anévrismales et occlusives, parfois où c'est plus simple de faire des chirurgies de pontage orthofémoral ou iliofémoral croisé en aval d'un sciatique. Alors, il y a plein de questions qui arrivent, là, tu vas travailler. Quel stent aortique utilises-tu? Couvert ou non couvert? Excellente question, ça dépend tout des lésions aortiques. Si c'est des lésions aortiques très calcifiées, avec une petite aorte dont on craint le risque de rupture, on va plutôt mettre un stent couvert. Si c'est des lésions peu calcifiées avec une aorte de bon diamètre et qu'on veut absolument préserver l'artère mésentérique inférieure par exemple, ben on mettra plutôt des stents tenus de type des stents de nitinol. Donc c'est à adapter en fonction des cas. Ok. Claudia te demande, est-ce que tu t'autorises des plages de dissection sous-intimale? Je m'autorise beaucoup de choses. Mais de toute façon, quand on fait des pontages ortho-bifémoraux, quand on fait des recanalisations ortho-bifémorales, les plages elles sont limitées à l'artère fémorale commune le plus souvent. Généralement, quand on n'arrive pas à réentrer dans l'artère fémorale commune, on ne cherche pas à les disséquer en sous-intimale la profonde, ni la superficielle, on essaie de le rester au niveau de la fémorale commune. Donc, oui, je me limite à ce niveau-là. Et une question très importante pour nous, chirurgiens vasculaires, de Gérard Morvan. Comment réglez-vous le problème de l'irradiation de l'opérateur? Pour ajouter du malade aussi. Excellente question. Effectivement, moi je passe ma vie sous les amplis depuis maintenant pas mal d'années, donc je suis pleinement concerné par cette question. On a beaucoup progressé en radioprotection, hein. On met des capteurs dans tous les sens, on met des tabliers, etc. Et l'évolution des salles hybrides nous permettent aussi de réduire considérablement les radiations, notamment grâce à la fusion d'images, que je montrais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on arrive à diminuer de façon conséquente les temps de navigation, les temps d'artéographie, mais ça reste un point effectivement important. Ok, et dernière question de notre secrétaire, est-ce que ces prothèses peuvent se déplacer? Alors ces prothèses, elles ne migrent pas, contrairement aux endoprothèses aortiques qu'on peut mettre dans des anévrismes, parce que là on est sur des artères qui sont très pathologiques avec des parois qui sont épaisses, calcifiées, etc. Donc les stents, ils viennent s'intégrer, ils viennent s'impacter dans l'artère, et donc il n'y a aucun risque de migration. Le risque il est plutôt vers la rosténose, c'est-à-dire la progression de la maladie, qui va faire que les stents vont se replier un peu sur eux-mêmes au fil du temps. Eh bien, Antoine, merci beaucoup. C'était vraiment une excellente présentation. Je trouve que ça a été très informatif. Je pense que nos collègues ont été convaincus que la chirurgie vasculaire va dans le bon sens. Et puis surtout nos malades qui en bénéficient au plus haut point. Parce que on n'a pas parlé un petit peu de réduction de durée d'hospitalisation et autres. Et là, c'est vraiment fantastique. Alors, il y a une autre question. Si c'était... Oui, ça marche. Bon, j'ai presque moins dit. Tu as peut-être donné. On n'entend pas. Si, voilà. Virage. Ah. Des questions? Non. Non, faut pas. Non. D'accord. On passe à la communication suivante. Merci en tout cas. Merci.